Pierre Trudeau a été une star de la politique canadienne et internationale. Son attitude décontractée, ses célèbres pirouettes, son charisme et son éloquence a charmé le peuple canadien, qu'il soit anglophone ou francophone. Mais ce que le peuple canadien ne savait pas à l'époque, c'est que Trudeau collaborait étroitement avec l'élite mondialiste pour faire du Canada une simple région administrative du nouvel ordre mondial, et ce, depuis longtemps. Comme Lester Pearson avant lui, Trudeau sera recruté et formé par le réseau mondialiste. Pierre Elliott Trudeau est né dans une famille aisée du quartier Outremont à Montréal. Après ses études collégiales, Trudeau rêve d'obtenir une bourse de la Fondation Cecil Rhodes et d'étudier à l'Université Oxford. Il y consacre beaucoup d'efforts, mais se voit refuser la prestigieuse bourse. Cependant, Trudeau est ambitieux et va quand même retrouver le moyen d'entrer dans le cercle mondialiste. À défaut d'Oxford, il ira faire des études à l'Université Harvard. Pendant son séjour à Harvard, Trudeau va se familiariser avec les théories d'économie mondiale de Lord Keynes. Il va faire la rencontre du mondialiste canadien Frank Scott, avec qui il se liera d'amitié. C'est Frank Scott qui va ensuite orienter le destin de Pierre Trudeau. Trudeau va poursuivre ses études à la London School of Economics et sera fortement influencé par le professeur Harold Laski. Laski est un eugéniste mondialiste et c'est lui qui supervisera la thèse de doctorat de Trudeau qui a pour sujet le communisme et le christianisme. Pour compléter sa thèse, Trudeau voyagera en Chine et va même rencontrer Mao Tse-tung qu'il qualifiera d'un des grands hommes du siècle. Après ses études mondialistes, Trudeau va pouvoir intégrer l'establishment canadien anglais grâce à Frank Scott. Dans les années avant d'entrer dans la politique et de devenir premier ministre, Trudeau sera entouré de boursiers Rhodes qui ont étudié à Oxford comme Scott, Eugène Forcé et Charles Taylor. Grâce à ses contacts dans l'establishment canadien, Trudeau sera invité par Lester Pearson à joindre le Parti libéral du Canada et, en 1965, il sera élu au Parlement canadien. Il grimpera rapidement les échelons au sein du parti et son statut de politicien star est alors fabriqué à l'aide de reportages comme celui-ci. Trudeau doesn't look middle-aged. The 158 pounds he carries are all muscle. He practices yoga, canoes, is a skier of competitive caliber, uses scuba gear expertly. Trudeau, the bachelor sports car driver, frequently escorts some of the most ornamental and intelligent women around. For him, they must be intelligent. One more question. We've seen quite a lot of your activity, and we've heard some of your thoughts. What's your ultimate goal in life? Do you want to be Prime Minister someday? Hell no. I won't even be Minister of Justice if you don't let me go back to work. Bien sûr, il mentait, car seulement un an plus tard, avec l'aide politique de Mitchell Sharp et avec l'aide financière du nouveau propriétaire de Power Corporation, Paul Desmarais, Trudeau devient chef du Parti libéral puis premier ministre du Canada. Dès qu'il se retrouve au pouvoir, Trudeau se joint au Club de Rome, une organisation mondialiste qui a pour objectif d'établir une gouvernance mondiale sous les prétextes de crise environnementale et de surpopulation de la planète. De plus, seulement 6 jours après qu'il soit devenu premier ministre, il participe à sa première conférence Bilderberg en compagnie de 16 autres Canadiens au pied du Mont-Tremblant au Québec. Trudeau participait aussi aux activités de la Commission trilatérale fondée en 1973 par David Rockefeller. En 1976, il participe à une conférence de la Commission trilatérale et débute son discours ainsi. « Je suis très intéressé par le travail que vous faites et je ne vous souhaite pas seulement le meilleur, mais j'aimerais que vous sentez que j'y participe également. » Durant son règne, Trudeau réussit à endetter le Canada pour toujours lorsque son gouvernement décide d'emprunter massivement sur le marché financier international contrôlé par l'élite. Le Canada sera depuis dépendant du système financier mondial qui commande l'interdépendance économique. Le gouvernement de Trudeau fut aussi le premier gouvernement du monde occidental à reconnaître la Chine communiste de Mao et il s'était aussi lié d'amitié avec un certain Fidel Castro. On va se retourner vers le nationalisme pessimiste, celui qui voit l'avenir en noir, celui qui n'a pas peur, celui qui a peur d'affronter l'avenir, celui qui veut lâcher ce Canada-là et dire « ben c'est à vous, messieurs les Anglais ». Pierre Elliott Trudeau était un ambitieux qui, dès sa tentative d'obtenir une bourse Cecil Rhodes, a cherché à grimper les échelons du réseau mondialiste pour y trouver la gloire. Il s'agit tout simplement d'un autre serviteur du nouvel ordre mondial. Alan Gottlieb était à cette époque l'ambassadeur du Canada aux États-Unis. Il est également directeur adjoint de la section nord-américaine de la Commission trilatérale. Dans cette entrevue inclue dans le documentaire United We Fall, il révèle que la souveraineté nationale est appelée à disparaître dans le contexte de la mondialisation. Sovereignty as a concept was born in Europe. It was created in Europe. They created the nation state.
The Europeans invented it. And through the colonial empire, they went globally, and then they passed the sovereignty notion on to the rest of the world. The Europeans have thrown sovereignty out the window. Sovereignty is changed so greatly because of the phenomenon of globalization, where all issues have become transnational. Whether it's trade, the environment, health, it's all transnational. And so sovereignty has to be understood in a very different way. And at the heart of sovereignty, you have the absolute requirement for deep international cooperation. See, the UN was the first great body that sacrificed, tossed sovereignty out the window. Power Corporation fut fondée en 1925 par des membres de l'establishment canadien plus de 40 ans avant que Paul Desmarais en devienne propriétaire. Il s'agissait alors d'une société de placement vouée à la promotion de projets hydroélectriques. Au début des années 60, l'énergie hydroélectrique est nationalisée à travers le Canada et Power Corporation encaisse alors des millions en liquidités. Un nouveau président prendra la barre de Power Corp en 1966 pour investir ce nouvel argent. Il s'agit de nul autre que de l'influent Canadien Maurice Strong, qui est un grand ami de David Rockefeller. À la fin des années 60, le climat politique au Canada est tendu entre les Québécois francophones et les Canadiens anglais. Pour sauver la face et préserver l'unité canadienne, l'establishment canadien permettra à un Canadien francophone de prendre la tête de Power Corporation, afin de montrer aux Québécois francophones qu'il est possible de grimper les échelons de l'élite canadienne. Ils permettent donc à Paul Desmarais d'acheter Power Corp. Le subterfuge est parfait, car Desmarais n'est pas un Québécois, mais un franco-ontarien d'origine et anglophile de surcroît. Desmarais s'installe au Québec et le coup de maître est accompli. En achetant Power Corp, Desmarais entre dans la cour des mondialistes et fera bientôt des affaires avec la famille Rockefeller et la famille Bush, pour ne nommer que celle-ci. On sait aujourd'hui que Desmarais a réussi à mettre au pouvoir les premiers ministres canadiens Pierre Trudeau, Brian Mulroney, Jean Chrétien et Paul Martin de façon successive. Tous ces premiers ministres ont été à un moment ou à un autre des employés de Power Corporation. On sait aussi que Desmarais a contribué grandement à la mise au pouvoir du président français Nicolas Sarkozy. Son pouvoir immense est aujourd'hui bien reconnu et ses liens avec le réseau mondialiste sont également indéniables. D'ailleurs, il fut invité pour la première fois à une réunion Bilderberg en 1982 et même son fils André Desmarais est aujourd'hui sur la liste des membres de la commission trilatérale. Son habileté à choisir et à former le prochain premier ministre du Canada se concrétise lorsqu'il deviendra le mentor et le grand ami de Brian Mulroney. Comme tous les autres premiers ministres avant lui, Mulroney sera formé pour intégrer le réseau mondialiste. Brian Mulroney est né à Bécomo au Québec et il est de descendance irlandaise. Dès son adolescence, il chérit le rêve de devenir premier ministre du Canada, rien de moins, et il prendra tous les moyens d'alors pour y parvenir. À l'école secondaire, il remporte plusieurs concours de débats politiques. Mulroney possède un charisme indéniable, mais c'est surtout son ambition sans borne qui lui permettra de gravir les échelons du pouvoir. Malgré des résultats académiques ordinaires, il tente tout de même d'obtenir une bourse Rhodes, mais évidemment il échoue. Toutefois, son ambition est plus forte que tout. Lorsqu'il fréquente l'université, il devient alors un fervent partisan du Parti conservateur et de son chef John Diefenbaker. Diefenbaker, qui était premier ministre du Canada et franc-maçon, appréciait le jeune Mulroney. À tel point que Mulroney, afin d'impressionner ses collègues à l'université, lors de soirées arrosées, avait le privilège de pouvoir téléphoner au premier ministre et de s'entretenir avec lui. Mais c'est au milieu des années 60 que le destin de Mulroney sera fixé lorsqu'il fait la rencontre de Paul Desmarais dans un luxueux restaurant de Montréal. Mulroney sera ensuite à l'emploi de Power Corporation en tant que négociateur et avocat. Dès le début de sa carrière, Mulroney donne son allégeance au Parti conservateur du Canada. Il tente en 1976, avec l'aide de Paul Desmarais, de remporter la chefferie du Parti conservateur, mais sans succès. Il se fera offrir ensuite, par l'establishment canadien, de diriger la compagnie Iron Ore afin de le former pour le monde des affaires. Mulroney va ensuite vendre la compagnie à des intérêts étrangers et l'usine de Shefferville est fermée. En 1983, à sa deuxième tentative, il réussit finalement à prendre la tête du Parti conservateur, toujours avec l'appui de Paul Desmarais, et fait la promesse de ne jamais signer d'accord de libre-échange avec les États-Unis. On connaît le reste de l'histoire. Au lendemain de son élection, il obéit au Business Council on National Issues, le think tank dont fait partie Paul Desmarais, et signe l'accord.
Mulroney s'est fait un ami puissant durant sa carrière, comme le montre ce reportage. À peine 72 heures avant l'investiture de Bill Clinton, c'est avec Brian Mulroney que George Bush a choisi de passer son dernier week-end à la retraite présidentielle de Camp David. Say how wonderful it is to have the Prime Minister of Canada here with us today. Cela en dit long sur l'amitié que le Premier ministre canadien a réussi à tisser avec Bush qu'il connaît depuis 12 ans. Brian Mulroney était fier de parler des nombreux coups de fil de son ami George. Une amitié au sommet et de profondes affinités idéologiques qui n'ont pas toujours été payantes pour le Canada.